Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. À tort ou à raison, on accuse les universitaires de ne pas participer suffisamment à l'effort de développement. Et pourtant, beaucoup de choses se font discrètement dans ce haut lieu de savoir. Avec ces différentes unités de recherche, l'université d'Abomey-Calavi a été à l'avant-garde de la lutte contre différents maux qui minent notre société. Parmi elles, nous avons l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, URMAFA. Les chercheurs de cette unité ont mis au point des biopesticides efficaces dans la lutte contre les moustiques. Ornel Koudopon est biologiste et chercheur à URMAFA. Il est sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour Ornel. Bonjour M. Dofugago. Nous allons parler de biopesticides. Vous êtes chercheur et votre unité de recherche a travaillé dans ce sens et vous avez pu produire un biopesticide. Mais déjà, parlez-nous en termes simples. Qu'est-ce qu'on appelle biopesticide? Un biopesticide, c'est un produit le plus souvent chimique destiné à détruire, à repousser des vecteurs. Les vecteurs comme les diphtères et autres qui sont nuisibles pour les cultures, les semences et autres. Donc c'est ça que nous appelons un pesticide. C'est tout produit chimique qui peut repousser ces vecteurs-là, qui sont nuisibles pour l'alimentation en général. Alors, quelle est la différence entre biopesticide et pesticide? Tout à l'heure, je disais qu'un pesticide est souvent chimique. Mais quand nous parlons de biopesticide, là, ce n'est plus des produits chimiques qui permettent la fabrication de ce pesticide, c'est des produits biologiques. Quand nous entendons produits biologiques, c'est des organismes, c'est d'autres plantes qui sont utilisées pour ce même rôle de pesticide que jouaient les produits chimiques. Donc c'est ce que nous appelons biopesticide. Oui, nous allons entrer dans les détails pour voir les composants, tout ce que vous avez mis dedans. Mais en attendant, qu'est-ce que cela apporte de plus aux Béninois d'avoir des biopesticides produits au Bénin? Aujourd'hui, le problème des pesticides est un problème d'envergure internationale. C'est les conséquences de ces pesticides sur la santé humaine, qui n'est souvent pas très bien élucidée, mais des résultats ont montré que ces pesticides utilisés avec des produits chimiques ont des répercussions sur la santé humaine quand elles sont mal utilisées. L'apport de ces biopesticides, c'est d'avoir les mêmes résultats, mais en utilisant des produits qui ont une meilleure innocuité, qui n'ont pas de conséquences réelles sur la santé. Nous allons parler pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous appelez innocuité? L'innocuité, c'est la capacité d'un produit à ne pas créer des dommages. Donc quand je dis qu'un produit a une certaine innocuité, c'est que ce produit est capable et ne cause pas de dommages réels sur la santé. Donc en termes clairs, ce que nous utilisons comme pesticide, à un moment donné, c'est nuisible pour la santé. Peut être nuisible pour la santé. Quels sont les dommages que cela peut causer à notre santé? Les dommages ne sont pas spécifiques et ça varie selon le produit chimique utilisé. Quand nous parlons des pesticides, nous en avons de plusieurs catégories. Les organophosphorés, les organochlorés, il y en a de plusieurs catégories. Donc selon l'atteinte que ça a sur tel ou tel organe, ou bien le mode de manipulation, il y en a par exemple dans les communautés villageoises, des gens qui utilisent les mêmes récipients qui ont servi pour ces biopesticides, ils l'utilisent également pour boire de l'eau par exemple. Donc ça, c'est pas ingestion de ce biopesticide, donc ça va sûrement avoir des conséquences sur tout ce qui est appareil digestif. Si c'est inhalé, ça a aussi d'autres conséquences. Donc la conséquence dépend de comment le produit a été ingéré et de quel organe a été attaqué. Mais ce que nous voyons le plus couramment, c'est d'abord des dommages au niveau du sang. Nous avons des problèmes de cancer du sang, des leucémies qui ont été trouvées, ont été causées par l'ingestion de ces biopesticides. Alors, ça voudra dire que ce que vous avez produit, qui est bio, ne pose aucun dommage à la santé. Normalement.
Quels sont les produits? Nous allons parler du processus de production. Quels sont les intrants que vous avez mis dedans pour pouvoir avoir ce résultat? Ce biopesticide, le principe actif, sinon la bactérie qui est responsable de l'activité anti-larvicide du produit que nous avons mis au point, c'est une bactérie qu'on appelle Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis est une bactérie qui produit une protéine cristalline, et cette protéine est au fait une toxine lorsqu'elle est ingérée par ces vecteurs. Lorsqu'elle est ingérée par ces vecteurs, elle nuit à leur développement. Donc c'est un produit, une bactérie qui n'est pas nuisible à l'homme, mais qui est nuisible pour ces vecteurs. L'effet est réduit ou bien ça n'a aucun effet sur l'espèce humaine? L'effet est réduit. L'effet est réduit sur l'espèce humaine, ça n'a aucun effet, cette bactérie, mais sur les vecteurs, ça inhibe totalement leur développement. Je veux juste que vous insistiez sur les matières premières que vous avez utilisées, et ça pourra nous permettre plutôt d'apprécier le contenu de cet élément-là et pouvoir convaincre ceux qui sont encore sceptiques sur l'effet, sur le fait que cela n'ait pas d'effet sur la santé. Ok, le problème du biopesticide, c'est un produit qui existait. C'est-à-dire Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie qui était connue déjà. Mais c'est les milieux de culture utilisés pour cultiver à grande échelle cette bactérie qui était coûteux pour un pays comme le nôtre. Donc nous avons voulu mettre en place des milieux de culture à base de produits locaux qui puissent avoir le même effet. Donc nous avons utilisé la patate douce, le manioc, l'igname pour pouvoir produire des milieux de culture pour la culture de cette bactérie Bacillus thuringiensis, pour que ça revienne à très moins coût pour le chercheur ou pour l'unité de production qui veut fabriquer à grande échelle cette bactérie, qui veut cultiver à grande échelle cette bactérie. Pour des gens qui sont profanes de votre milieu, quand vous dites qu'on a utilisé l'igname, la patate douce, pour avoir un objectif de tuer des espèces animales, est-ce que ça voudra dire que ces éléments, lorsque nous les consommons, ça contient quand même des éléments nocifs à la santé? Non, ça ne contient pas des éléments nocifs. Au fait, un milieu de culture, une bactérie, c'est comme une culture. Une bactérie doit pouvoir pousser sur un milieu adapté. Un milieu de culture, c'est une préparation qui contient tout ce dont la bactérie a besoin pour pouvoir croître. Donc, les produits locaux que nous avons utilisés, c'est pour cultiver cette bactérie, Bacillus thuringiensis, qui, lui, à son tour, lorsqu'il sera ingéré par les vecteurs, va être nocif pour eux, va pouvoir détruire leur développement. Alors, nous allons évoquer un autre sujet, c'est son rôle dans le système sanitaire, ou si vous voulez, son rôle dans la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, le paludisme, nous sommes conscients du fait que c'est une endémie pour nos pays africains. Le paludisme, c'est un lourd fardeau socio-économique pour la population des pays en voie de développement. Et comme moyen de lutte contre le paludisme, nous avons des moyens de traitement. Ça veut dire quand la maladie est là, il y a le traitement, mais nous avons également des moyens prophylactiques qui vont empêcher la survenue de cette maladie. Comme moyen prophylactique, nous avons la lutte contre le vecteur, l'anophèle. L'anophèle qui est le vecteur du paludisme. Donc, nous avons la lutte antivectorielle. Cette lutte antivectorielle va constituer toutes les stratégies pour nuire au développement des moustiques. Dans les stades d'évolution du moustique, nous avons la phase de larve, c'est-à-dire c'est les larves qui deviennent après des moustiques adultes. Donc notre produit que nous avons mis sur le marché a cette capacité de bloquer, d'inhiber le développement de ce vecteur, des moustiques, à l'étape larvaire. Donc, lorsque ce produit, c'est-à-dire le biopesticide sous forme liquide, est mis en contact avec des gîtes larvaires, ça permet d'inhiber le développement des larves pour arriver à l'étape de moustique adulte. Alors, je vais essayer de résumer rapidement. Si je comprends bien, c'est que
ce que vous faites, c'est à l'étape préventive plutôt. Oui. Ça empêche les moustiques de se développer et donc ça permet d'avoir un milieu un peu plus sain pour ne pas contracter la maladie au lieu d'attendre contracter la maladie et de le traiter. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, vous avez travaillé sur le fait qu'avec les pesticides, il faut détruire. Maintenant, ce que vous apportez de plus, puisque vous avez parlé de produits chimiques et de produits bio, est-ce que vous avez des études qui ont montré que les pesticides qu'on utilisait dans le cadre de la lutte contre le palu ou bien pour tuer les moustiques ou bien pour éliminer les moustiques, est-ce que vous avez des études ou bien vous avez des résultats qui montrent que ces pesticides qu'on utilisait posaient des ennuis à la santé? Vous voyez, le problème de ces pesticides est un peu plus global. Les mêmes pesticides, par exemple, que le maraîcher utilise pour empêcher les vecteurs de détruire cette culture de salade, ce même pesticide est utilisé, par exemple, par le producteur de diamants, par exemple, au nord du Bénin ou autre. Donc, c'est souvent sans contrôle. Et quand l'utilisation d'un pesticide devient sans contrôle et d'un pesticide chimique devient sans contrôle, c'est un réel problème. Donc, avec la solution que nous donnons, nous proposons aujourd'hui, ce pesticide pourra... Le problème qui se posait est que le pesticide n'est pas utilisé seulement en milieu santé, mais elle est utilisée tant en milieu santé qu'en milieu de culture intensive, culture familiale. Donc, avec ce biopesticide, nous venons un peu régler le problème en apportant pour la réponse santé publique, paludisme, nous apportons une solution qui va permettre de ne plus utiliser ces pesticides utilisés qui posent problème, c'est-à-dire où la santé animale, la santé humaine n'arrivent pas à s'entendre sur l'utilisation, qui est responsable du problème, c'était un débat. Donc nous, notre solution, c'est pour régler ce débat, pour dire en santé humaine, nous pouvons utiliser un produit biologique qui n'est pas chimique, qui ne va pas causer des problèmes à l'environnement et qui va avoir le même résultat qui est d'inhiber la multiplication des vecteurs. Est-ce qu'il y a des résultats de recherche qui ont montré, par exemple, que l'utilisation de ces pesticides ont posé des problèmes? Parce que nous le savons, même sans recherche, on sait quand même que les produits chimiques, ça pourrait toujours avoir des revers. Mais est-ce qu'il y a des résultats de recherche qui montrent qu'il y a eu des problèmes par rapport à l'environnement, où il y a des problèmes par rapport à la santé humaine, des résultats de recherche? Oui, de nombreux résultats de recherche ont montré d'abord la bioaccumulation de ces résidus de pesticides dans les terres. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque le pesticide est utilisé, aujourd'hui, ça dure dans le temps. Et nous avons également eu des résultats qui ont montré l'impact direct sur la population environnante, sur la population qui utilise ces biopesticides. Il a eu des problèmes qui ont été liés directement à l'utilisation de ces pesticides. L'autre problème que nous avons souvent avec les résultats de recherche à l'université, c'est qu'on n'est pas toujours informé du travail qui est fait par les universitaires. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour que les gens soient informés, que vous faites un travail, que vous apportez à la communauté? Oui. Vous savez, le chercheur, son premier but, lorsqu'il fait une recherche, c'est d'utiliser ça dans le canal scientifique. Donc, dans le canal scientifique, les résultats de recherche sont bien vulgarisés par les revues et à comité de lecture internationale. Donc, ce canal existe. Maintenant, le canal pour la population est souvent un peu compliqué. Nous avons des occasions, comme cette occasion qui nous a fait donner pour présenter ces résultats de recherche, mais l'audience n'est pas très... C'est-à-dire pour la population, par exemple, qui se retrouve dans une certaine condition de vie, ils ne sont pas forcément au courant de ces choses-là. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux, nous essayons de faire de petites vidéos pour montrer quand même les résultats de recherche, pour pouvoir assurer la connaissance de ces résultats de recherche par les populations, mais tout le monde n'est pas sur ces réseaux sociaux, donc le problème reste entier.
Mais nous continuons quand même de mener des actions de vulgarisation dans ce thème. Et si nous avons également l'appui des communautés locales, des autorités à divers niveaux, nous allons pouvoir organiser des séances de restitution et de vulgarisation de ces résultats de recherche pour la population. Vulgariser, c'est un pan du problème que j'évoque. Informer les populations, d'accord, mais comment est-ce que nous faisons pour que ces populations puissent avoir accès à ces produits que vous mettez à leur disposition? Pour le problème d'accessibilité aux produits, vous n'êtes pas sans savoir que l'université, normalement, n'est pas disposé, n'est pas un commerçant. Donc, aujourd'hui, l'objectif de l'UMAFA, c'est de créer une start-up qui sera en effet, bien sûr, qui sera incubée par le laboratoire, et cette start-up pourra vulgariser, c'est-à-dire pourra se charger de voler, mise à disposition de ces produits de recherche à la communauté. Aussi, nous avons également des activités au cours desquelles nous faisons des stands où nous présentons les produits aux populations. Et nous l'avons fait lors du 50e anniversaire de l'UAC et d'autres événements où nous avons pris des stands, où nous avons expliqué à la population les résultats de nos recherches et ce que ça a donné. Est-ce que vous n'avez pas un cadre de concertation avec les opérateurs économiques, par exemple? Parce que normalement, c'est eux qui devraient s'approprier de votre licence ou je ne sais pas, s'approprier de vos résultats de recherche pour pouvoir les multiplier et produire en quantité industrielle pour que la population puisse avoir accès à ça. Est-ce que vous avez un cadre de concertation? Est-ce que vous travaillez avec des opérateurs économiques dans ce sens? Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore entamé des démarches vers des opérateurs économiques pour qu'ils prennent le volet commercialisation de ces produits. Vous savez, aujourd'hui, l'université est un peu orpheline des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ne comprennent pas encore l'avantage direct qu'ils peuvent tirer avec les universitaires. Donc, c'est à nos universitaires de mieux nous rapprocher d'eux et de leur montrer les intérêts. Parce que l'opérateur économique, comme vous l'avez dit, son but, c'est de faire des bénéfices. Donc, le plus souvent, ils se disent, bon, parce que la recherche scientifique, il faut d'abord investir avant que les résultats ne viennent pour être utilisés. Donc, le plus souvent, ils ne trouvent pas un bénéfice direct à court terme. Donc, ils se disent, bon, ces universitaires, est-ce que ça va aboutir, ce qu'ils sont en train de dire? Donc, c'est la difficulté que nous avons avec les opérateurs économiques. Le rectorat, l'État central, qu'est-ce qu'ils font pour vous aider dans ce sens? Le rectorat nous appuie par... D'abord, le local l'UMAFA, c'est une unité de l'université. Donc, l'université, d'abord par l'installation, nous appuie et par moment, lorsque nous avons un besoin de matériel, nous exprimons souvent le besoin. Et autant que cela se peut, le rectorat nous accorde de petits avantages pour pouvoir quand même arriver au bout de nos recherches. Nous avons également les projets de recherche que nous utilisons pour arriver à bout de nos résultats le plus souvent. Puisque nous parlons d'un outil de santé publique, si je peux me permettre le thème, puisque nous avons évoqué la question du paludisme tout à l'heure, est-ce que le ministère de la Santé, même si ce n'est pas seulement sur vos pesticides que vous venez de lancer, vous êtes biologiste, je le rappelle, est-ce que le ministère de la Santé travaille avec vous? Est-ce que vos recherches sont exploitées par le ministère de la Santé publique? Ou est-ce qu'à des moments donnés, ils vous sollicitent pour suivre ce genre de choses? Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu encore de contact avec le ministère de la Santé. Nous comptons, c'est-à-dire dans les prochains jours, nous comptons mettre en place de petits TDR que nous allons mettre dans les canaux indiqués pour faire connaître ces produits de recherche à l'autorité du ministère de la Santé, pour leur dire les séances de pulvérisation intradomiciliaire, pour leur proposer ce nouveau type de pesticide qui est fait à base de produits biologiques et qui peut permettre de réduire un tant soit peu les conséquences qu'on connaît aux pesticides chimiques.
Les questions de santé ne se limitent pas seulement à ces pesticides, à cette utilisation des pesticides. Et je voudrais parler aussi des pesticides que nous utilisons pour l'agriculture. Tout à l'heure, vous avez évoqué les pesticides qu'on utilise pour produire de la salade, et les récipients qu'on utilise à la maison. Mais les salades, on les consomme. Et on utilise ces pesticides pour ces salades-là. Est-ce que ça ne nous pose pas un problème? Puisque c'est toujours, pour moi, c'est toujours une question de santé publique. Tout à fait, tout à fait. Le problème reste entier et les chercheurs à divers niveaux réfléchissent à cela. Nous avons beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la lutte antivectorielle et sur les mesures intégrées pour réduire autant soit peu les conséquences liées à l'utilisation de ces pesticides. Donc, plusieurs laboratoires existent à l'université d'Abomey-Calavi et qui se penchent sur ces questions-là. J'ai appris en tant qu'on utilise les matières fécales, je ne sais pas trop, les fientes de volaille, voilà, c'est le terme approprié, les fientes de volaille pour rendre fertile les terres sur les lieux de maraîchage. Est-ce que ça n'a pas d'impact? Il me semble que votre laboratoire a travaillé sur la question. Oui, tout à fait. Notre laboratoire a travaillé sur la question. Nous avons vu qu'effectivement, l'utilisation directe de ces fientes de volaille sur les cultures, on avait des bactéries qui avaient quand même une certaine résistance qui se retrouvaient dans les cultures. Notre laboratoire, avec son naturel responsable, le docteur Duyon, avait fait des travaux à cet effet où il avait proposé une solution qui réduisait considérablement la charge de bactéries dans ces fientes. C'était le biocompostage, la biodigestion, et cette biodigestion permettait de réduire réellement la charge bactérienne, la charge de micro-organismes dans ces fientes de volaille avant de les utiliser pour amender les cultures. Ah, pourquoi dans le même temps, et c'est justement là, c'est pour ça que j'ai fait cette sortie de route, pourquoi dans le même temps, vous avez travaillé pour avoir des biopesticides pour tuer les moustiques, vous ne pouvez pas, puisque vos recherches ont montré déjà que l'utilisation des fientes de volaille laisse des bactéries sur ces productions, pourquoi vous ne travaillez pas pour avoir des biopesticides qui peuvent détruire ces bactéries et qui n'auront pas d'impact du tout sur la santé, par exemple? Oui, quand nous parlons de pesticides, je vous l'ai dit, la science est sur le vecteur. Le vecteur, c'est un insecte. Okay. On est d'accord? Oui. Mais la microbiologie, c'est encore un autre volet. Ah, okay. On est d'accord? Il y a l'entomologie, il y a la microbiologie. Okay. Donc, c'est deux volets totalement. L'entomologie, ça travaille sur l'entomologie, c'est l'étude des vecteurs. L'étude des vecteurs. Oui. Et la microbiologie, c'est l'étude des bactéries. Ok, d'accord. Et nous allons finir cette émission, on va revenir sur la biopesticide, et le biopesticide, si vous me permettez, le biopesticide que vous avez pu faire sortir. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est commercialisé, est-ce que c'est disponible sur le marché ou on attend encore? Au jour d'aujourd'hui, c'est déjà disponible sur le marché, seulement que nous ne le commercialisons pas. Ça veut dire que nous ne faisons pas des bénéfices actuellement sur ça. Donc aujourd'hui, pour l'acquérir, c'est une question c'est pas une question économique. Donc quand quelqu'un nous sollicite pour ce biopesticide, nous le faisons et nous le mettons à disposition de cette personne. Donc sans bénéfice, c'est seulement les coûts liés à la production. Vous ne faites pas du commerce. Et ça, c'est bien intéressant. Et c'est intéressant pour nous aussi ici parce que nous, on ne parle pas du commerce, on parle de votre rapport sur le développement. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas comme si c'est disponible dans une boutique. Si quelqu'un veut en avoir, la personne se rapproche de l'unité pour pouvoir en avoir. Mais pourquoi le rectorat ne crée pas un genre de marché parce que vous n'êtes pas les seuls laboratoires, il y a beaucoup de laboratoires sur le campus, ça produit beaucoup, ça fait beaucoup de recherches, il y a beaucoup de résultats, que ce soit sur les questions nutritionnelles, les questions de santé et tout le reste. Mais pourquoi on ne dispose pas quelque part un marché ou tout au moins une boutique où il y a des échantillons où on peut aller chercher? Oui, aujourd'hui, il faut dire que l'UMAFA l'UMAFA, c'est une jeune unité. C'est pour ça que l'UMAFA n'est pas encore au niveau d'autres laboratoires qui ont pu créer des start-up. C'est-à-dire qu'il y a des start-up qui sont incubés par l'université d'Abomey-Calavi et ces start-up permettent maintenant la mise à disposition des produits de recherche. Et là, le partenariat est clair et là, le start-up
commercialise. La start-up peut commercialiser. L'UMAFA aujourd'hui ne dispose pas encore de start-up. Les papiers sont en cours pour que d'ici là, nous ayons également notre start-up incubée par l'université d'Abomey-Calavi pour pouvoir mettre à disposition sur un marché commercial ces résultats de recherche. Alors, si je ne vais pas être indiscret, quels sont les projets que vous avez à moyen terme? Je ne dirais pas à court terme parce que la recherche, ça prend quand même du temps. À moyen terme, en termes de recherche, actuellement, vous êtes en train de travailler sur quoi? Actuellement, l'UMAFA s'inscrit beaucoup dans tout ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens qui est aujourd'hui un phénomène d'ampleur mondiale et plus particulièrement dans les pays africains où il n'y a pas de surveillance. Donc aujourd'hui, le projet de recherche phare de l'UMAFA, c'est de voir dans l'environnement du Bénin, dans les écosystèmes aquatiques, dans les écosystèmes sols, c'est de pouvoir voir, détecter les sources de production de ces bactéries multirésistantes et de voir également dans ces écosystèmes-là la présence de résidus d'antibiotiques, de métaux lourds et autres, tout ça là qui contribue à la dégradation de la santé humaine. Donc aujourd'hui, c'est un axe qui est un peu similaire aux biopesticides, c'est les bactéries multirésistantes, les résidus d'antibiotiques dans l'environnement du Bénin. On peut attendre les premiers résultats pour quand, à peu près? Bon, les premiers résultats sont déjà disponibles au cours de l'année 2020. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question. Les premiers résultats sont disponibles, mais les résultats ont été faits de manière un peu segmentée. Ça n'a pas pris en compte une grande étendue de terrain. Donc, pour l'année 2021, les études sont prévues pour couvrir tout le Bénin et pouvoir réellement identifier les sources de production des bactéries multirésistantes dans l'environnement au Bénin et des résidus d'antibiotiques ainsi que des métaux lourds. On peut dire que vous attendez régler quelques détails pour confirmer les résultats de votre recherche. Tout à fait. C'est-à-dire, quand nous avons fait à petite échelle, il fallait aller à l'échelle du Bénin pour pouvoir montrer ces résultats-là. Ornel Koudopon, merci. Merci. C'est la fin de votre émission Entretien de ce jour. Nous avons reçu pour vous Ornel Koudopon. Il est biologiste chercheur au laboratoire UNMAFA, unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous avons échangé sur l'apport de la biopesticide, sur l'apport du biopesticide, qui est une de leur recherche, qui est un résultat de leur recherche, un produit qui pourrait participer à la lutte contre le paludisme. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.